40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflis OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il répondra donc à nos questions. On va passer 2 heures avec Bertrand Fleurose de City Scoot. Je retrouve Olivier et je dis bonjour à Bertrand. Bonjour Thomas, bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. Olivier, on repart comme d'habitude. Une petite présentation s'impose. Avec plaisir. On a une approche très professionnelle, Bertrand. Donc je vais présenter ton entreprise City Scoot et tu pourras réagir. Et peut-être que je vais dire des bêtises, mais tu es là pour corriger. Donc, je crois que City Scoot a été créé en 2014 par toi-même. Donc, il s'agit évidemment de déploiement de scooters électriques en libre service dans les grandes villes. Donc, il s'agit du marché de la fameuse mobilité douce. Tu as annoncé une levée de fonds de 23 millions d'euros l'an dernier, en février 2020. Je crois qu'en tout, City Scoot a levé 80 millions d'euros depuis sa création. Il hoche la tête à chaque fois, je précise. Certains des investisseurs emblématiques sont la RATP, la Banque des Territoires, le groupe Allianz aussi. C'est intéressant de voir que tu as déployé évidemment City Scoot dans la région parisienne, Paris et sa région, également à Nice en France, Milan, Rome, et je crois que l'été dernier, Barcelone a été annoncé suite à la réponse positive d'un appel d'offres qui était assez concurrentiel. Alors du coup, du point de vue de la concurrence, je crois qu'un concurrent qui était lancé par Bosch, COUP, a disparu. Alors peut-être Lime s'annonce, j'ai pu lire ça un peu dans la presse, tu pourras éventuellement nous en parler. En 2019, tu avais aussi commencé de te rapprocher commercialement, je ne crois pas de manière capitalistique, du groupe Uber, et également en 2020 avec une réponse commune à un appel d'offres de la ville de Paris. Ça sera une question qu'on te posera peut-être, est-ce que c'est un exit possible, puisque c'est aussi une des questions qu'on peut poser aux entrepreneurs, le rapport à l'argent et qui sont les acquéreurs potentiels des grosses scale-up françaises. En tout cas, je crois que City Scoot réalise 15 à 20 000 trajets par an. Alors, je pense que c'est par jour, bien entendu. ça serait quand même assez peu, étant donné maintenant la croissance forte que tu as connue. Bon, ça, c'est peut-être en temps normal. Tu pourras nous parler aussi de ce qui se passe en temps de crise, car évidemment, dans la mobilité, la crise, forcément, a un impact très, très fort sur les déplacements des individus. Je crois que dans le journal du Nest, tu as annoncé un impact du confinement autour de moins 10% sur l'année 2020, donc à confirmer ou pas. En tout cas, voilà la petite présentation rapide. Tout est juste. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Bertrand aime bien demander quel était le pitch des débuts. Je m'étonnerais qu'il soit différent aujourd'hui, mais tu invalideras peut-être. Oui, je tiens juste à préciser que Olivier, dans sa présentation, nous a cité à Rome. On a été à Rome, on a fermé. On a fermé Rome il n'y a pas très longtemps. J'expliquerai pourquoi plus tard. C'était une ouverture-fermeture assez rapide, en tout cas rapide, qui ne serait pas jugée comme rapide pour des marchés comme les trottinettes ou les vélos, mais qui pour nous a été assez rapide. Le premier pitch de 2014, vous allez rire, mais j'étais... Alors l'idée déjà, elle date de début 2013 à peu près, et puis en 2014... il a fallu que je lève des fonds et en fait, j'ai pas fait de pitch. J'ai écrit un mail d'à peu près, je crois que je l'ai encore, d'à peu près 15 lignes. Je l'ai écrit un 14 juillet à mes copains ou à des gens que je connaissais, que j'estimais connaître suffisamment et j'estimais qu'ils avaient je pensais qu'ils avaient pas mal d'argent, en tout cas suffisamment pour en mettre dans ce projet fou. J'ai écrit le 14 juillet en plein après-midi, parce que j'avais rien de mieux à faire. Et déjà, 1 heure après, j'ai déjà eu un premier copain qui a investi, il se reconnaîtra, et qui m'a dit « je te mets 40 000 ». 14 lignes pour dire quoi? 14 lignes pour dire... J'ai besoin d'argent. En plus, pour dire un truc, pour dire quelque chose...
je sais pas comment ils ont fait pour mettre de l'argent dans ce projet, mais j'étais en train de finaliser la signature d'un contrat complexe en plus qui m'a fait passer des nuits blanches avec Vinci Park, parce que mon ambition de l'époque, c'était pas le free floating, c'était de mettre les stations dans des parkings. Bon. Or moi qui suis scooteriste, je me demande encore comment j'ai pu avoir cette idée, et je me demande comment les gens ont pu mettre de l'argent dans ce projet. Je suis content qu'un virage ait été pris et que finalement tous ces gens n'ont pas mis... Peut-être que je précise que free floating, donc c'est les scooters en libre service, alors qu'évidemment dans l'idée initiale que tu décris dans les parkings, les scooters, on doit les ramener toujours au même endroit. Alors c'était du libre service quand même, oui, mais c'est ce qu'on appelait du en boucle. Voilà. Ouais. En boucle fermée, alors qu'effectivement free floating, pour ceux qui connaissent pas encore ce terme, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent qui connaissent pas ce terme, on peut le prendre, on le prend où il est, on le dépose où on veut. Après, les investisseurs généralement misent au-delà du projet, misent sur l'homme et sa capacité à s'adapter à la réalité des marchés et des usages. Ouais, voilà. Et l'idée était déjà le scooter électrique aussi ? Ouais, l'idée c'était le scooter électrique. En fait, moi j'ai une carrière, peut-être c'est dans la deuxième partie de l'émission, mais j'ai une carrière de financier au départ, finance des marchés, et qui un jour a décidé, et ça je sais qu'on va y revenir parce que vous allez me poser une question d'un événement qui aura marqué ma vie. C'est la rubrique La Claque. Ouais. Qui a fait que j'ai éteint tous mes écrans un jour de trader et que j'ai basculé vers un autre projet, et parmi toutes les idées que j'avais, il y avait déployer un réseau de réparation de scooters dans Paris. Je voulais être le Midas du scooter, du deux roues en fait. Bon. Et donc, pendant cette expérience, j'ai vu naître à un moment Autolib. Et je dois dire que Autolib... tout a été dit, enfin tout ce qui devait être dit sur Autolib a été dit, mais je pense que Autolib a quand même eu cette vertu énorme, c'est d'avoir ouvert peut-être la voie au monde entier presque sur les mobilités partagées et électriques, et dont moi finalement, puisque c'est quand j'ai vu Autolib arriver inconsciemment, je pense que mon esprit a travaillé, que finalement au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais je vais faire ça avec des scooters. Voilà. Mais en même temps, Vélib... J'étais garagiste de scooters à l'époque. Est-ce que Vélib, je ne me rappelle plus l'ordre chronologique, mais est-ce que Vélib existait avant Autolib ? Oui, Vélib existait, mais Vélib, ce n'était pas des véhicules électriques. Et c'était la notion d'électrique qui me plaisait beaucoup. Moins que la notion de partage. Je pense que CityScoot, j'ai toujours essayé d'imposer que la valeur partage soit supérieure à la valeur électrique. Mais là, partager plus électrique, ça cochait les bonnes cases. C'était un peu trop pour que je fasse rien. Ouais. Voilà. On a pas mal de questions sur le marché. Je propose qu'on démarre très vite finalement avec les questions de nos partenaires. Et étonnamment, et je crois que c'est la première fois dans 40 nuances de Next, nos partenaires Madines et La Tribune ont vraiment des questions qui sont très proches. Je te propose d'écouter les deux. Vas-y. Et d'y répondre dans la foulée. Vous avez un message. On commence avec Philippe Mabi de La Tribune. Bonjour Bertrand, alors ma question est la suivante. On voit qu'après vous, d'autres opérateurs des mobilités, par exemple Lime, venu des trottinettes électriques, se lancent dans le scooter. On sait qu'en ville, la question de l'hypermobilité avec le scooter est très à la mode, pour les jeunes notamment, mais pas que. Alors dans un contexte d'extension du marché de la mobilité, quelle est selon vous la taille spécifique du marché du scooter électrique ? Et est-ce que vous attendez à une concurrence accrue qui risquerait de faire baisser les marges ? Merci. Et on enchaîne avec la question de Anne Taffin chez Madines. Bonjour. Après le départ de Coupe en 2019, qui avait fait disparaître votre principal concurrent, Lime s'apprête à lancer ses propres scooters au printemps. Comment voyez-vous l'arrivée de cette nouvelle concurrence ? Alors évidemment, je m'attendais à avoir des questions comme ça, puisque ça y est, Lime va faire des scooters, donc tout le monde parle que de ça. Alors moi déjà, je suis pas étonné que Lime veuille se lancer sur ce marché. Quand on voit que le taux de rotation des trottinettes dans Paris et le nôtre, quand on les compare, je suis pas étonné que des acteurs comme Lime délaissent une part de leur gâteau et veuillent manger une part d'une autre. Qui est bien meilleur. Je peux vous citer un chiffre. En ce moment, nos scooters tournent 9 fois plus que les trottinettes. Donc c'est assez énorme. Alors,
Et effectivement, les deux questions sont à peu près les mêmes. Moi, j'ai pas de problème avec la concurrence. Surtout dans un marché qui est le nôtre, qui est en fait un petit marché, qui est presque une niche finalement, même si on a des centaines de milliers d'utilisateurs. J'ai pas de problème parce que ça, comme on dit dans les startups, ça évangélise mon produit. Est-ce qu'aujourd'hui, pardon, je te coupe Bertrand, mais est-ce qu'aujourd'hui tout est utilisé à 100% et du coup on est plutôt en manque de parcs qu'il faut développer et donc d'offres Ouais, c'était la question de la tribune. Ouais, la taille du marché. Alors la taille du marché déjà, il y a deux marchés. Nous, on a deux niveaux de marché. Il y a d'abord les villes et puis dans les villes, il y a le grand public. Alors on s'est aperçu, moi je me suis récemment, c'est pas grave, j'ai donné un tip à tous ceux qui veulent nous sucer la roue, comme on dit en cyclisme. Nous, on pensait, enfin, bon, peut-être que les autres le pensent pas, Marc, je suis peut-être un peu prétentieux, mais on pensait que finalement notre offre, elle fonctionnerait qu'en déployant 500 scooters minimum dans les villes. Que c'était le break-even, il était forcément à minimum 500, et qu'à cause de ça, on n'avait pas beaucoup de villes à notre disposition en Europe, parce qu'il faut quand même quelques critères. Et puis on s'est aperçu... Et quels critères d'ailleurs? Est-ce que c'est la densité démographique Ouais, la densité, c'est important. Il y a aussi, est-ce que le scooter fait partie du paysage habituel de la ville? Il y a des gens qui voient jamais de scooter dans leur ville, jamais ils monteront sur un scooter. Ou alors il faudrait que ça devienne un phénomène de mode. Donc dans les villes du Nord, type Copenhague ou Stockholm, on voit plutôt que des vélos. Alors, ouais, non, ils font du. Alors Stockholm, tu as raison. Copenhague, je pense que c'est une assez bonne ville. D'accord. En fait. Ils sont assez habitués des deux roues. Non, moi je pense plutôt aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, jamais on ira. C'est probablement le dernier pays au monde où on ira. Et puis ensuite à l'intérieur, donc ça il faut. Alors il y a des critères comme ça, il y a des critères évidemment, la densité de population, la taille de la ville. On a des coûts fixes dans chaque ville qui font que si on met pas un minimum de scooters, le business peut pas fonctionner. Pour aller au bout du type, on peut dire combien de scooters il faut pour... 500, ouais. Ouais, 500. Ouais, okay. ouais, il faut entre 4 et 500 scooters. En dessous de ça, nos coûts fixes sont trop importants. Ou alors, il faudrait qu'on monte les prix. Alors, je pense que dans une ville comme Genève, par exemple, où les prix pourraient être plus élevés parce que le niveau de vie est beaucoup plus haut, on pourrait peut-être... ce serait peut-être la seule ville où cette équation ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, notre marché, je pense... Ah oui, on a observé qu'à Nice, finalement, le marché n'était pas si mal. Donc, peut-être que notre marché, c'est aussi des villes de 300 000 habitants. C'est pas que des villes à 1 million ou à 700 000 et du coup notre marché il est assez gros, mais je peux pas, j'ai pas de chiffres là. Après la question du pouvoir d'achat effectivement semble relativement importante parce qu'il y a des cultures du deux roues notamment en Asie du Sud-Est, mais on peut imaginer que c'est peut-être pas évident de faire tourner sur des populations un peu plus pauvres disons, type Hanoï ou Phnom Penh où tout le monde se déplace en deux roues. Ouais. C'est pas évident d'imaginer qu'ils vont être à même de louer des deux roues. Non, puis notre service, il est cher. On n'est pas opérateur de transport, on est une société de service. Par définition, les sociétés de service, en général, elles s'adressent à des gens qui veulent, en plus de leur vie normale, elles veulent un service. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ont déjà un niveau de vie qui est un peu plus que le minimum et qui peut se permettre de se payer un service. Sinon, ils prennent le métro ou ils prennent les transports en commun. Ceux qui utilisent notre scooter, c'est souvent pour gagner du temps, en fait, et pour pouvoir exercer leur activité professionnelle un peu mieux. Je pense à un agent immobilier qui est en voiture versus celui qui est en scooter. Il y en a un qui va travailler 3 fois plus que l'autre. Et ces gens-là sont pas en général des gens... On prend pas de clientèle au transport en commun, nous. Voilà. Je reviens parce que dans les deux questions, ils évoquaient ce concurrent qui a mis la clé sous la porte, qui a arrêté son service. Ouais. Est-ce que tu es en mesure d'expliquer pourquoi et pourquoi vous n'avez pas été confronté à ça? Ouais, j'ai un élément de réponse... que j'ai imaginé tout seul et j'ai un élément de réponse que j'ai entendu, une rumeur que j'ai entendue dans le marché. Donc là, je vais commencer par la rumeur. La rumeur, c'est que Bosch avait eu une assez mauvaise année en 2019 et que, une année profitable quand même, mais moins profitable que les autres années. Et que du coup, toutes les activités non stratégiques qui ne gagnaient pas d'argent sont passées à la trappe.
Moi, je veux bien croire qu'une boîte comme Bosch, tout d'un coup, elle write-off un truc qui lui coûte que quelques dizaines de millions. J'ai pas de problème avec ça. Et pourquoi ça coûtait quelques dizaines de millions? Parce que tout simplement, tout était sous-traité, l'opérationnel. Ça, je l'ai dit souvent. Quand un opérateur sous-traite son core business, il peut pas y arriver, jamais. Donc toutes les boîtes, pour moi, qui sous-traitent leur core business, elles peuvent pas y arriver. Elles payent trop cher et en plus, elles ont pas de productivité. Voilà, donc je pense que c'est la raison essentielle. On va poursuivre sur les questions de marché. On a une question surprise d'un proche. Tu pourrais nous dire qui te pose la question. Elle est en anglais. Si elle est en anglais, je sais qui c'est du coup. Allez, vas-y. Je te propose de l'écouter, d'y répondre, éventuellement de traduire, même si je pense que c'est suffisamment compréhensible. Ouais. Allez, on l'écoute. Vous avez un message. Bertrand, what is it that differentiates Cityscoot compared to all other sharing operators? And why will Cityscoot be winning this challenging urban mobility services game? L'ambition est mise. Ouais, donc la question c'est qu'est-ce qui différencie Cityscoot de tous les autres opérateurs de scooters, en fait, de scooters partagés. Donc scooter, lui parlant en anglais, il voulait bien dire moped, scooter et non pas trottinette. Et pourquoi est-ce qu'on sera les grands gagnants? Alors, je pense qu'on sera les grands gagnants, j'ai pas de problème avec ça. Et qu'est-ce qui nous différencie? En fait, on est 2 acteurs dans toute l'Europe à être complètement différents de tous les autres acteurs, ou de la majorité des autres acteurs. On a nous, ce qu'on estime être un vrai concurrent en Europe, c'est l'opérateur qui s'appelle Ecoultra, que je connais depuis l'origine. Ecoultra a inventé le free floating en Espagne, nous on l'a inventé en France à peu près au même moment, à 1 mois près. Et on a tous les deux cette caractéristique d'être des pure players. On a tout fait nous-mêmes. Notre business model ne repose que sur nous-mêmes. On ne compte que sur nous-mêmes. On a tout financé nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos propres investisseurs privés. On reste les fondateurs à la barre. Et en fait, on ne sous-traite quasiment rien. Alors nous, en plus de ça, on a développé toute notre techno, que ce soit la techno embarquée du scooter ou tous nos softs, tout notre back-end, notre base de données, tout ça ça a été fait à la maison. Et ils sont derrière nous là, les devs. Ouais, ils sont pas tous. Alors il y en a peu là parce que les devs, ce sont les premiers clients du télétravail, les meilleurs clients du télétravail. Mais là, ils commencent à réapparaître un petit peu. Ouais, on a une trentaine de devs quand même et au moins 10 ingés électroniciens, mécaniciens, etc. Chez Cityscoot. Donc on est une grosse boîte tech en fait. Ouais, ça se voit pas comme ça, mais on est une boîte tech. Donc voilà, je pense que c'est ce qui nous différencie aujourd'hui et c'est ce qui nous fera gagner. Alors on a parlé un peu de ce concurrent et on parle aussi ça nous intéresserait de voir un peu cette notion de diversification géographique. Je disais en préambule que vous aviez gagné un appel d'offres aussi à Barcelone. Alors on a une question, on pourrait peut-être la lancer, Thomas, sur cette thématique de la diversification géographique et on reparlera peut-être de Barcelone ensuite. Vous avez un message. Bonjour Bertrand. Cityscoot a aujourd'hui une position de leader incontestée sur la location en libre service de scooters électriques à Paris. D'après ce que j'ai compris, le développement de la société se concentre essentiellement sur la diversification géographique en implantant ce service dans d'autres villes françaises et européennes. Compte tenu du fait que Cityscoot possède d'une part l'applicatif permettant de gérer la réservation et la facturation, et d'autre part la logistique permettant la recharge et l'entretien des scooters, peux-tu nous dire si une diversification produit pourrait être envisagée par la location par exemple de trottinettes et ou de vélos électriques? Merci. Ok, bon, j'ai reconnu l'auteur de la question. C'est Jean-Marc, ouais, Jean-Marc Etienne. Bon, la question. Et qui est-il alors? Jean-Marc Etienne, c'était mon premier boss. C'était quand j'ai commencé dans la bourse. J'ai travaillé dans une société de bourse, j'avais 22 ans. Et ça a été moi. J'ai fait ce que je recommande d'ailleurs. Je vais en profiter, même si c'est pas ma carte blanche, j'en ai pour une seconde. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais la chance d'habiter chez mes parents et d'être nourri par mes parents. J'ai donc proposé à cette boîte-là de faire un stage chez eux gratuit pendant 6 mois. D'accord. Je fais ce message à tous ceux qui m'écoutent ou à tous ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants, qui ont l'âge de faire des stages. S'ils peuvent le faire, proposez-vous gratuitement.
faites vos preuves, vous serez embauché après. Voilà. Je pense que c'est très important. Moi, je crois que si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être pas été pris et j'aurais jamais fait mes preuves et ma vie aurait été différente aujourd'hui. Et Jean-Marc Etienne, c'est un des destinataires du mail de 14 lignes? Ouais, absolument. Ouais. Non, mais lui, il était déjà. J'ai monté la boîte dans une holding qui était pas tout à fait patrimoniale, mais avec des copains, et il était déjà dans la holding, en fait. Donc lui, il est là depuis le début. Il est là depuis plus que le début, ouais. Donc sa question, elle est bonne parce qu'on se l'est posée plein de fois, évidemment, depuis 2 ans avec les trottinettes et depuis pas très longtemps avec les vélos. Donc je vais répondre franchement, je vais peut-être dire des trucs que j'ai jamais dit avant. Les trottinettes, on s'est posé la question à un moment où on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas des trottinettes juste pour lever de l'argent, d'accord. On sait que ça paume. Parce que c'était à la mode. Ouais, non mais je sais pas, tu vois, mais même encore. Plein, ouais. Ouais, bon, c'est la folie. Il y a 6 mois après avoir été créées, ces boîtes-là valaient 1 milliard ou 2 milliards, les Bird et Lime et tout. Et puis nous, on comprenait pas pourquoi. Moi, j'ai vu passer sur mon écran des business plans. J'ai essayé de mettre les chiffres dans les cases. J'ai essayé de mettre les scénarios les plus optimistes possibles dans chaque case. On n'arrivait pas à 1 milliard. Et non, mais j'arrivais même pas à gagner 1 euro, donc si tu veux, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc la trottinette, nous on a essayé de la faire parce qu'on se disait tiens, c'est à la mode, et puis parce qu'on s'est dit peut-être qu'on a de la synergie opérationnelle. D'accord. Donc ça, pour nous, c'était important, la synergie opérationnelle. Et je reprends un des trucs qu'Olivier a dit en préambule. On a répondu à l'appel d'offres des trottinettes de la mairie de Paris avec Jump parce que on avait découvert une sorte de modus vivendi en co-répondant qui faisait que nous, on ne supportait pas le coût opérationnel, ni le vandalisme, ni tout ça. Et on contribuait par ailleurs avec nos clients, en mettant ou avec notre app, en mettant en élargissant le service. Ouais. Et ça, on trouvait ça pas mal. Prendre une telle... être tout seul pour une telle aventure, l'aventure des trottinettes, me paraît... moi, je le dis aujourd'hui, je pense que c'est pas un bon business model, les trottinettes. Je me suis trompé quand elles sont arrivées en 2018. Je pensais qu'elles n'existeraient plus en fin 2020. Bon, elles existent encore. Donc je me suis planté, mais... En fait, moi, si je donne un avis d'utilisateur habitant dans les grandes villes, je trouve que les trottinettes, c'est un super service du point de vue du consommateur. On est content de trouver des trottinettes, on en trouve plein, etc. Mais on comprend très bien que c'est dramatique, d'une part, du point de vue du business model. Effectivement, c'est une façon de perdre beaucoup d'argent. Et puis c'est aussi, je crois, un peu une catastrophe écologique, du fait du vandalisme, du fait qu'on les retrouve au fond de la Seine ou autre. Et de leur durée de vie et tout ça. Ouais, et puis même de l'ordre public, de là où on les garde n'importe où, etc. Ouais, tu vois, en ce moment, on voit les petites stations, elles sont toutes couchées, quoi. Ouais. Il n'y a pas de vandalisme sur les scooters ? Non. Alors, on n'a pas de... Après, je répondrai pour les vélos. On n'a pas de vandalisme. Déjà, un scooter, ça pèse 120 kilos, tu vois. Donc, tu le soulèves pas, tu le mets pas dans un arbre, sur une table de café ou dans la Seine. Et puis, le scooter, il fait partie du paysage depuis 60 ans à Paris. Tu les vois même plus, les scooters. Tu vois, elles sont ok, il y a encore des scooters qui sont garés sur le trottoir, mais en général, elles sont pas foutues en plein milieu du trottoir où t'es pas obligé de les enjamber, quoi. Tu vois, les scooters sont pas couchés par terre. C'est vrai qu'un des agacements de la trottinette, c'est vis-à-vis des piétons, le fait de les retrouver sur les trottoirs ou donc de espèce de désordre public, alors que le scooter, il y a pas besoin tellement de discuter sa place sur la chaussée, quoi. Ouais, exactement. Le scooter, surtout que le scooter, il est matriculé, il paye des prunes s'il est sur le trottoir, il va en fourrière, etc. Tout ça, c'est un débat, je pourrais en parler pendant des heures. On revient sur le... D'autant que j'ai des copains qui ont lancé des business de trottinettes. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent, mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher, sauf si, effectivement, le but, c'est de monter une base de 500 millions d'utilisateurs, et puis d'utiliser cette base pour faire autre chose, comme Uber Eats ou des choses comme ça, tu vois. Dans ces cas-là, peut-être que ça peut valoir de l'argent. Pour les vélos, ouais, pour les vélos, on était tout proche de faire ça, parce que les vélos, j'y crois un peu plus, et en fait, c'est simplement, on l'aurait fait si la deuxième vague nous avait pas un peu coupé toutes nos ambitions de 2021. Donc le vélo, pour nous, c'est un projet qui est remis à plus tard. Alors du coup, c'est peut-être l'occasion de reparler de ce rapprochement commercial avec Jump, donc c'est le groupe Uber. Alors nous, on n'a rien avec Jump.
Non, mais Nous, c'est Uber Californie. D'accord. Et donc, du coup, avec Uber, en tous les cas, donc, est-ce que tu me confirmes que donc, vous êtes présent, Cityscoot est présent chez Uber et Uber chez Cityscoot, c'est ça? Non. C'est réciproque ou c'est dans un seul sens? Non, c'est dans un seul sens. Ils nous ont intégrés sur leur application. Donc maintenant, si tu ouvres l'application Uber, tu verras nos Cityscoot. Je l'ai vu, ouais. Tu peux faire tout le parcours, inscription, réservation et paiement. Bon, pour nous, c'est un partenariat qui est très important parce que déjà, c'est 2 millions. C'est une sacrée force de frappe. Ouais, c'est 2 millions d'utilisateurs à Paris. Alors là, on n'a pas eu trop de bol, c'est que nous, le Covid, on n'a pas eu trop de bol parce que le partenariat Uber a commencé le 27 février, tu vois, 15 jours avant. 15 jours avant, oui. Ouais. Donc on n'a pas, du coup, Uber n'a pas été super chaud pour pousser du marketing sur le partenariat parce que, je comprends. Donc là, il y a presque 1 an de partenariat qui est parti sans qu'il se passe grand chose. Il est important, on n'a pas eu de bol non plus parce que on était en monopole total depuis que Coop avait arrêté en 2000 et finalement notre année de monopole elle s'est faite en Covid et puis maintenant il y a la concurrence qui arrive, mais encore une fois moi la concurrence du moment qu'elle travaille bien ça me va très bien, et pour je sais plus où j'en étais pour Uber, je parlais d'Uber. Ouais, moi je reste là-dessus, mais un pour aller partenariat... dans d'autres villes, Alors c'est vrai qu'on fait des longues digressions, mais un partenariat comme ça, on l'a dit, tu as 2 millions d'utilisateurs. À quel point on est prêt à rogner sa marge ou / potentiellement des fois sa marque pour adresser un tel marché? Alors, on est prêt à rogner sa marge. Alors, à Paris, on n'était pas prêt du tout à rogner beaucoup de notre marge, puisque quand ils sont arrivés, on avait déjà acquis nos utilisateurs. D'accord ? Donc, ça nous embêtait, alors que nos utilisateurs passaient déjà tous par notre plateforme, d'être obligés de payer un revenu share important à Uber sur des clients qu'on avait acquis, et qu'on avait acquis certains à gros coûts. Dans les autres villes, en revanche, on est moins regardant sur la marge, puisque c'est ce qui peut nous faire tout d'un coup arriver dans une ville et accélérer très fort. Pour atteindre la taille critique, donc localement. Ouais, exactement. Donc pour nous, 1 an de gagné, par exemple, en acquisition client, ça vaut bien une grosse marge, tu vois. Excuse-moi, on est parti de digression, mais Olivier avait cette question sur l'international aussi. Oui, alors sur l'international, moi, je voulais reparler une seconde de Barcelone, parce que c'est arrivé un peu, vous avez gagné cet appel d'offres entre 2 confinements, enfin en plein milieu de la crise, etc. Où est-ce que ça en est maintenant ? Ouais, Barcelone, ils ont lancé l'appel d'offres en plein confinement. Ouais, c'est un truc de fou. Je pense qu'à ce moment-là, l'Espagne, il faut dire que l'Espagne il y a eu quelques semaines d'écart entre l'Italie, puis la France, puis l'Espagne. Je pense qu'en Espagne, à ce moment-là, ils ne pensaient pas être touchés de plein fouet, donc on a répondu. Alors, cet appel d'offres qui est ni fait ni à faire, il a été fait par la municipalité sans fixer le nombre de répondants, mais en fixant le nombre de véhicules. Donc, on a été 21 répondants à répondre. Et aujourd'hui, y a la moitié des répondants qui se sont désistés. La ville de Barcelone a décidé d'augmenter le nombre de véhicules, le nombre de licences. Donc on va être 10 à se partager 10 000 licences. Donc on va avoir 1000 scooters chacun. Mais je pense qu'à terme, il n'en restera plus que 5 ou 6. C'est une bonne ville. C'est une ville qui est complètement habituée au service partagé. D'accord. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Bon, donc tu as parlé un peu du confinement, on en a parlé dans le cadre de cet appel d'offres Barcelone, et c'est vrai que tu as déjà réagi aussi un peu dans la presse sur l'impact que peut avoir le confinement sur le transport en ville et donc sur les différents types de mobilité, dont Cityscoot. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme enseignement aujourd'hui ? On est dans une période de couvre-feu qui a aussi sans doute un impact, puisque forcément ça réduit notre mobilité au-delà de 18 heures. Et qu'est-ce qui se passerait au-delà de ça si un 2e ou 3e confinement intervenait, même si j'ai déjà lu que toi tu n'y croyais pas ou que tu pensais que ce serait suicidaire? Qu'est-ce que ça donnerait sur tes affaires d'une certaine manière? Alors, le premier confinement, il a été assez terrible pour nous en termes d'activité, puisqu'on a perdu 90% de notre activité. On a retrouvé notre activité très vite à Paris, dès le déconfinement jusqu'aux nouvelles restrictions, couvre-feu plus confinement de novembre. Et pareil pour Nice. Donc la France est très très réactive et est capable de sortir du coma
et être active comme ça en un instant. Ce qui n'est pas vrai pour l'Italie. L'Italie a été l'épicentre du virus, même avant la France. Et eux, ils ont du mal à sortir de leur coma, même à un moment quand le confinement a été levé, les gens restaient chez eux. Donc je pense qu'il y aura une inertie qui sera plus importante pour l'Italie. L'enseignement, c'est... l'enseignement... Alors s'il y a un troisième confinement, nous, on tiendra encore. Faut pas qu'il soit trop long. Un quatrième, ce sera très très dur. Bon. Heureusement, et là je salue monsieur qui vient de faire son jingle juste avant, le PGE, je pense qu'on serait pas là je serais pas en train de sourire aujourd'hui si on n'avait pas eu accès au PGE, qui a été formidable et qui nous donne d'ailleurs un avantage concurrentiel vis-à-vis des opérateurs des autres pays. Dans les autres pays, c'était pas comme ça l'accompagnement de l'État? Ah ben non, je crois qu'il n'y a aucun pays où alors je sais qu'il y en a qui peut-être qui m'écoutent et qui n'ont pas été autant aidés, mais je crois qu'il n'y a aucun autre pays en moyenne qui a aidé autant ces entreprises à survivre à la crise, surtout sur une période aussi longue et aussi forte. Ouais. Donc ça c'est assez dingue. Donc un troisième confinement, on pourrait tenir. D'ailleurs, on a prévu dans notre BP récemment qu'on serait confiné, parce que c'était la mode la semaine dernière qu'on serait confiné tout le mois de février. Donc nous, en ce moment, on fait des BP toutes les semaines à peu près, et on a prévu, on a regardé un peu quelle était notre situation si on avait un troisième confinement. Donc nous, ça va. Mais il faudrait pas que ça dure, il faudrait pas que ce soit trop longtemps. On a prévu une reprise en juin, nous, quand même. Est-ce que tu refais des... Ah oui, en juin. Ouais. Moi, je parie plutôt sur septembre, mais j'espère juin pour vous et pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tu refais des BP très souvent aussi parce que c'est la demande de tes investisseurs? Bon, ça fait quand même beaucoup de levées de fonds qui ont été opérées. Je parlais de 80 millions d'euros que tu as confirmé depuis le début. Donc, est-ce que le rapport aux investisseurs se passe bien? Est-ce qu'ils sont solidaires? Alors, généralement, c'est peut-être pas facile de dire au micro qu'ils ne le sont pas, mais est-ce qu'il y a une envie de vous soutenir, y compris dans la difficulté? Ouais, non, mais bien sûr, ils sont là, ils nous encouragent. Souvent, ils nous... souvent, on a l'impression que le virus, c'est un peu de notre faute. Et que, tous ne sont pas des entrepreneurs ou n'ont pas été des entrepreneurs. En tout cas, pas des entrepreneurs qui ont vécu des crises très fortes comme celle-là. Donc parfois le dialogue il est pas évident, mais non, ils sont tous là, on se tient au courant aussi souvent que possible, et ils seront là jusqu'au bout si on a besoin d'eux, ça c'est évident. Ouais. Très bien. Ça s'est déjà mal passé avec des invests? Oh oui, bien sûr. Non mais c'est normal. Oui, de temps en temps on se comprend pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des idées, s'il n'y en a pas, on n'est pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a des idées aussi qui ont pu venir, des bonnes idées qui ont pu venir des investisseurs? Oui, bien sûr. De temps en temps, il y a des bonnes idées. Il y a est-ce que vous pouvez faire attention à vos coûts? C'est une bonne idée, effectivement, c'est du bon sens. C'est auvergnat. Non, je crois qu'ils sont assez... Alors, déjà, on n'est pas castrateurs, nous, mais ils nous font suffisamment confiance pour que toutes les bonnes initiatives pour sauver la boîte, on n'attende pas qu'ils nous le demandent. Mais bon, ils donnent leurs idées de temps en temps. Enfin, moi, le PGE, dès le lendemain de l'annonce du PGE, j'avais déjà fait toutes les démarches. I have a dream. On en a marre des confinements, donc on va parler de l'après. Ouais. Alors moi, sur le monde d'après, justement, je serais passionné de t'entendre. Est-ce que toi, tu as une vision justement de ce que devrait être la ville du monde de demain? Alors notamment le monde d'après, souvent c'est évidemment en référence au confinement et à l'après-crise. Et puis ensuite, on peut se projeter un peu plus loin aussi, parce que quand on lance une start-up, on a envie aussi de changer le monde. Encore plus probablement toi, dans ton cas, parce que tu parles de mobilité douce, donc tu as aussi une notion de la responsabilité du transport sur le trafic, la vie humaine, la pollution, le confort, etc. Donc quelle est ta projection et ton ambition? Ouais, alors effectivement, on a envie de changer le monde. On a envie d'ailleurs que toutes les boîtes qui font la même chose que nous, elles changent le monde et elles changent la ville en général. Alors je vais... si j'ai un instant après, on parlera des plus petites villes, parce qu'on nous a souvent pas reproché, parce que c'est pas de notre faute, mais on nous a souvent demandé si on pouvait s'adresser à des plus petites villes qui sont, sont en fait celles qui n'ont pas de mobilité. D'accord ? Il y a moins de transports en commun, etc. À Paris, t'as pas Cityscoot, franchement, ça se verrait même pas.
Tu vois, tout le monde s'en foutrait. Enfin, il y aurait quelques regrets. C'est assez humble de le reconnaître. Ouais. Non, mais on n'est pas. Je te dis, on est une société de service. Hein, on n'est pas du service public quand même. Hein, on n'est pas indispensable. Et aucune d'ailleurs des sociétés des mobilités douces n'est indispensable dans les grandes villes où il y a des bons transports en commun. Bon. Est-ce qu'une petite ville, je reste là-dessus 2 secondes, elle pourrait pas se payer l'outil, le service, et en fait, en tant que service public, le faire payer en partie par les impôts, quoi. Oui, alors, on ne croit pas si bien dire. En ce moment, on est en train de travailler dessus. On a toujours un peu, je ne vais pas dire dédaigné parce que c'est pas vrai, mais on était toujours un peu persuadés. Moi, tu sais, quand j'ai monté Cityscoot, je pensais que c'était les villes qui allaient nous payer. Je pensais que les villes allaient nous dire « Mais c'est génial votre truc. Moi, je voudrais que mes administrés, ils roulent en mobilité électrique, ils laissent tomber leur bagnole thermique pour prendre un scooter électrique qui prend 5 fois de moins de place. C'est génial, c'est combien ?» D'accord. Bon, au lieu de ça, c'est nous qui payons de redevances aujourd'hui aux villes. C'est au ça que c'est et on est régulé par les villes de manière assez forte, par la LOM, etc. Mais je suis d'accord avec toi et on est en train de travailler là-dessus avec notamment avec notre actionnaire un de nos actionnaires de référence, la Banque des Territoires, qui est très intéressé par ce genre de sujet. On est en train d'essayer de voir si on peut pas proposer, nous, un service clé en main, même aux petites villes, qui forcément, comme nous, on ne trouverait pas notre équilibre financier, ça coûterait à la ville, mais peut-être que la ville serait prête à mettre un petit peu la main à la poche sur ces budgets qu'elle a pour offrir de la mobilité. Et donc, ça répond un petit peu à ta question, Olivier, parce que quand tu me demandes, c'est quoi l'avenir de Cityscoot, comment tu vois Cityscoot plus tard, comment tu vois la mobilité dans ces villes-là, et ben moi, je pense que Cityscoot va aussi être un acteur des petites villes, alors plus en France qu'à l'étranger. Et je pense que la ville de demain... C'est pas les mêmes problèmes dans les petites villes à l'étranger ? Ou pas la même volonté politique? Si, mais alors on n'a pas les partenaires. Et franchement, quitte à servir des gens qui ont des problèmes de transport, je préfère servir les Français que les étrangers d'abord, enfin les villes françaises. Quand il y a un enjeu économique, c'est que c'est moi qui prends le risque, je vais choisir mon pays. Si je suis subventionné par une ville, je préfère servir les villes françaises. La ville de demain, pour moi, c'est une ville où, effectivement, je crois que c'est pas un scoop, hein, mais je vois beaucoup moins de voitures. Je crois que les grands gagnants, je vois plus de trottinettes, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Il ne reste plus que des scooters et des vélos. Et je pense qu'il reste beaucoup de vélos. Et pas des drones. Je pense alors peut-être il y aura des taxis volants, si j'y crois pas non plus encore. C'est prévu pour les JO. C'est pas dans ma ville de demain. Ah oui, mais on les verra pas au-dessus des habitations. Non, a priori le plan de vol aérien c'est un peu sécurisé. Et je pense qu'il y aura. Je pense que les transports en commun peuvent être les gagnants. À long terme quand même, et je crois que le vélo évidemment, et nous je pense qu'on peut être les gagnants. Finalement on a une mobilité qui existe depuis des décennies, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui il y a 100 ou 150 000 Parisiens qui ont décidé de faire du scooter. À Rome il y en a 500 000 quand même. Donc on est le scooter, il existe dans l'espace public, hein, tu vois, c'est pas un phénomène de mode. Et je pense qu'il y aura beaucoup de scooters. Moi, je vois bien Paris dans 5 ans avec 25 000 scooters partagés. Peut-être pas que du Cityscoot, mais 25 000 scooters partagés. Et je pense qu'on sera d'ici 5 ans, nous, dans une trentaine de villes. On peut pas aller aussi vite que les trottinettes, etc. Mais voilà un peu comment je vois l'avenir. Et moi j'avais une question très particulière et personnelle. Comme j'habite à Marseille, est-ce que vous allez venir à Marseille? Marseille, c'est une ville qu'on aime bien, mais alors si tu veux, on a rencontré la ville et la ville nous a dit écoute, avec l'accent et tout, je sais pas le faire, mais il nous a dit, je vous préviens, à Marseille, vous allez en voir de toutes les couleurs, parce que les mecs ici, ils ont une imagination débordante. Bon, donc s'il faut essuyer... Par rapport aux questions de vandalisme, c'est le vandalisme. Sinon, c'est une ville excellente. Mais est-ce que vous avez vu la nouvelle municipalité? Parce que maintenant, il y a eu cette vague écologique en France, le printemps marseillais, mais c'est vrai dans toutes les villes françaises, donc ça peut être aussi... J'insiste un petit peu, hein, je vends mon truc. On n'a pas vu la nouvelle municipalité, mais je pense pas que parce qu'il y a une nouvelle municipalité, le vandalisme va changer du jour au lendemain. Donc on a peur du vandalisme, évidemment, et la personne qui nous a dit ça le disait avec un air un petit peu attendri, en nous disant faut tenir un an et ensuite on pensera plus à vous. Mais on n'arrive pas à franchir le pas et pourtant on sait que ce serait une excellente ville pour nous. Quand on parle de l'avenir, il y a aussi un avenir technologique. Oui. Alors j'ai plusieurs questions là-dessus, mais on va commencer par écouter Laurent Garret, qui est le patron de la banque Neuflize OBC. Et une question pour toi. Vous avez un message. Bonjour Bertrand.
quitté la City et le secteur de la finance pour créer une start-up de scooters électriques en libre service. C'était vraiment un pari audacieux, mais votre réussite et vos perspectives de croissance prouvent que vous aviez raison. Alors, outre l'impact éventuel que la crise sanitaire pourrait avoir sur votre croissance, ma question c'est, est-ce que le développement des moteurs à hydrogène pourrait constituer une menace pour votre activité, ou au contraire, vous pensez que c'est une opportunité de vraie diversification? Je vous remercie. Alors déjà je précise que je suis pas passé directement de la case City à la case City Scoot. Je suis passé par la case Scoot Up, hein. J'ai été garagiste multimarque de scooters pendant 8 ans à peu près. Avant ça. Ouais, avant City Scoot. Donc j'ai eu une période de transition entre les deux. Oui, alors l'hydrogène, moi il y a déjà, je me souviens, j'avais été à une conférence qui était au Grand Palais il y a 3 ans et notamment il y a un type qui est venu me voir et qui m'a dit, moi j'ai trouvé un truc formidable, c'est les cartouches à hydrogène, ça peut s'acheter dans les supérettes, ça se remplace comme une consigne, etc. Et je trouvais ça génial. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce que vous voyez ça comme une menace ? Non, moi je vois pas ça comme une menace parce que si jamais la techno devient abordable, pour l'instant je crois qu'elle est un peu chère pour les scooters. Je crois que ça peut tenir à peu près pour une bagnole, mais pour un scooter c'est un peu cher. Non, dès qu'elle est dispo, moi je me jette dessus, c'est tout. Donc ouais. Je reste sur cette notion de technologie. Tu l'as dit, on a 30 devs, une dizaine d'ingénieurs. Il est où le défi technologique au début de City Scoot et il est où le défi technologique peut-être encore aujourd'hui ? Ouais, alors je vais commencer par la fin. Le défi technologique aujourd'hui, il est quasi infini parce que notamment cette année, on a envie d'annoncer, on l'a dans les tiroirs depuis longtemps, mais on a envie d'annoncer une grosse innovation qui va énormément changer le parcours client et la façon d'aborder le service. Mais on n'a jamais le temps. C'est ça qui est un peu chiant quand tu fais une start-up, c'est que tu fais des patchs et en fait tu cours toujours à réparer l'existant ou à essayer d'améliorer l'existant, etc. Et c'est assez compliqué de trouver le temps pour innover. Donc on a des innovations dans les tiroirs, ça peut être autre chose. Alors nous évidemment avec un scooter tu peux pas faire enfin l'imagination elle est assez limitée, mais le défi technologique il est permanent et c'est au début le défi technologique. Moi j'ai écrit un parcours client sur une feuille blanche, j'ai filé ça à 3 ingés et je leur ai dit démerdez-vous, je veux que ça fonctionne et ils ont fait fonctionner ça. Et c'était simple ou... Non, moi je pense que c'est... Pardon. J'ai complètement zappé ça. Non, c'était hyper compliqué. En mode avion pour une autre mobilité. Ouais, je pensais pas que ça existait en fait. Je pensais pas que c'était possible, mais ils ont tout fait. Voilà. Alors, on se disait en aparté avec Thomas qu'on n'avait pas beaucoup parlé de chiffres. C'est une des questions qu'on pose, par exemple, c'est dis-nous comment tu vas en 2 chiffres ou en 2 ou 3 chiffres. Quels sont ceux que tu partages ? Parce que souvent, les entrepreneurs sont un petit peu discrets sur leurs chiffres. Je partage pas chiffre d'affaires et EBITDA, mais tu peux les trouver dans Infogreffe un an après. D'accord. Voilà, et l'année dernière, parce que je ne cache pas mes... L'année dernière, on a perdu... on a fait 20... je sais même pas... 24 millions, je crois, de chiffres, et on a perdu 10 millions. T'as déjà été rentable ? Non, oui, enfin non. J'ai jamais été rentable au niveau groupe, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une ville, il nous faut 3 ans pour rendre la ville rentable. Mais on a déjà été rentable une année à Paris, 2018. Ouais, c'était notre 16, 17, 18, c'est notre 2e année à peu près. Et est-ce que en dehors de la crise actuelle, il y avait dans les business plans encore de la croissance à Paris? Parce que tu disais, on a notre base client déjà, avant même il y a de la croissance. Est-ce que la croissance, c'est quand même encore du déploiement en termes d'offres ou c'est du nombre de trajets par utilisateur? Quelles sont les vagues, ou alors encore de l'extension géographique, peut-être petite couronne, grande couronne, etc. Oui, alors il y a tout ça. Donc il y a tous les axes. Il y a l'axe géographique. Donc oui, là d'ailleurs, on est en train de travailler avec les villes parce que maintenant, à cause de la LOM, on est obligé d'être... On a toujours été très poli vis-à-vis des municipalités, mais là, on doit être encore beaucoup plus poli qu'avant. Mais on essaye d'ouvrir un petit peu tout ce qui est la banlieue ouest, 2e couche, c'est-à-dire ce qui est derrière Neuilly, Levallois, etc. Donc, tu vois, c'est les Colombes, Asnières et tout. Donc ça, c'est des villes quand même... Colombes, c'est 100 000 habitants, enfin 80 000 et quelques habitants. À chaque fois, c'est des paquets de 80 000 habitants. Donc ça, oui, on va s'étendre géographiquement. Donc ça va faire qu'on va être obligé d'augmenter légèrement notre parc, notre flotte.
Qu'est-ce qui se passe techniquement si un utilisateur dépasse les zones et va plus loin? Il y a un mur de force, il s'arrête. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on imagine, on a une série de science-fiction avec un dôme. Ouais. Je vois très bien de quelle série tu parles. Non, il a le droit d'aller où il veut, il peut aller où il veut, mais il faut qu'il revienne, sinon il ne pourra pas finir sa location et que le compteur tourne. Ouais. Donc il ne faut pas ça, et ça nous est pratiquement jamais arrivé. Ce genre de casque est assez incroyable. En ce qui concerne le client, alors nous, tu vois, par exemple, on a 85% d'hommes et 15% de femmes. Ou de temps en temps, c'est 84-16, je ne sais pas exactement, mais ça, c'est la moyenne nationale. On n'a pas assez de femmes. On n'a pas assez d'étudiants, on n'a pas assez de débutants. Donc aujourd'hui, tu vois, on compte 200 000 clients à Paris. On sait qu'on peut doubler ça. Donc notre marché, notre expansion, elle peut être aussi au niveau des clients. Donc tu vois, on va un peu dans les deux axes. D'accord, très bien. Je reviens quand même sur ces notions de chiffres. Donc, une année rentable à Paris en 2018. Tu avais annoncé le montant global des levées de fonds, Olivier. Je crois que c'était 80 millions d'euros, oui, absolument. Ça veut dire que demain, sans levée de fonds, à 1 an, 2 ans, 3 ans, la boîte s'écroule, ou vous avez de quoi voir venir, ou c'est une boîte qui inévitablement va lever, puis relever. Ouais, si on lève pas, on va être obligé de rester un peu longtemps stand-alone avec les villes qu'on a, jusqu'à ce qu'elles finissent par nous rapporter de l'argent. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de commencer. Alors, bon, tout est décalé d'un an. Hein. Ce qu'on devait faire en 2021, on le fera en 2022. Mais notre objectif, c'est de commencer à déployer assez fort en 2022, parce que je crois qu'on a, le business model, il est prouvé à Paris. Il est sur le chemin d'être prouvé. À Nice, je pense. À Barcelone, on ne sait pas encore. Et du coup, maintenant, on a envie de le scale up beaucoup, et on ne peut pas faire ça sans lever de fonds. Donc oui, on en prépare une dans un avenir plus ou moins proche. Est-ce qu'il y a des... si on parle de... Là, on est encore un peu dans la rubrique monde d'après, donc c'est le monde d'après en général, mais aussi pour Cityscoot d'une certaine manière en termes d'avenir. Est-ce que c'est complètement dingue d'imaginer que vous ayez une diversification plus verticale, y compris pourquoi pas dans la production, pourquoi pas produire des scooters, vos propres scooters, etc., ou avoir des accords industriels très particuliers qui vous donnent aussi la propriété peut-être de la propriété intellectuelle, parce qu'il peut y avoir des développements spécifiques dont vous avez besoin, parce que vous opérez aussi du logiciel, du software, en plus des machines. Oui, alors c'est une question qu'on s'est posée à un moment. Est-ce qu'on ne va pas construire nous-mêmes nos propres scooters ? Alors, on construit déjà notre propre batterie. On construit notre propre batterie. C'est pas vrai, on n'est pas constructeur de batterie, mais on a mis au point une batterie supplémentaire sur notre scooter qui est adaptée à notre usage, qui est très particulière, qui n'est pas une vraie batterie en réalité, mais qui est qui est, je pense, indispensable à notre système. Et ça, on a la propriété intellectuelle. Donc c'est un fabricant de batteries français qui est à Poitiers qui nous développe ça. Et donc là, on a une mainmise sur cette techno-là. Sur le scooter, on s'est dit qu'on a hésité un moment, mais finalement, construire des véhicules, c'est très lourd. C'est des homologations, des tests, etc. C'est un vrai métier à part. On n'a pas les épaules pour se diversifier comme ça. Mais on aimerait bien posséder toute la chaîne de A à Z, t'as raison. Tu parlais d'une innovation que vous aimeriez annoncer bientôt. Tu n'as pas dévoilé non. Et tu le feras pas au micro de 40 nuances de Next. J'ai déjà dit là depuis 3 quarts d'heure ou une demi-heure ou 3 quarts d'heure. J'ai révélé plus que ce que j'ai jamais révélé. On est ravis d'avoir plein de secrets. Est-ce qu'il me reste le temps de poser une dernière question, Thomas, avant de conclure ce premier volet? Que tu veux en vrai. Je vais ménager l'horloge, mais en tout cas, moi je me pose la question. Donc j'en parlais au départ quand on mentionnait le rapprochement, disons, business et commercial avec Uber, c'est la question de l'exit. On pourra aussi en parler quand on sera dans un domaine un peu plus personnel. Ça peut poser la question du rapport à l'argent, etc. C'est assez personnel d'ailleurs. Oui, de toutes les façons, chaque entrepreneur a sa vision. Alors, de temps en temps, on veut changer le monde et puis finalement, pourquoi pas construire un business qui sera transmis à ses enfants. On a eu des entrepreneurs Next 40 qui ont parlé de leurs enfants et puis d'autres qui sont évidemment plutôt dans une vision plus court-termiste. Enfin, c'est jamais très court de développer une start-up, contrairement à ce que pense parfois le grand public. Malgré tout, est-ce qu'il y a ces perspectives-là? Est-ce que quand vous discutez avec Uber, tu as ça derrière la tête ou pas?
Ou tes investisseurs d'ailleurs. Ouais, bah écoute, je vais être très franc. Quand Uber nous a approchés il y a 2 ans maintenant, on s'est dit ils vont nous racheter un jour, c'est génial, ils s'intéressent à nous, c'est Uber et tout. Bon, tu peux pas savoir comment j'étais fier. Pour moi, c'était le plus gros contrat qu'on a jamais signé. Et on y a cru jusqu'au moment où ils se sont débarrassés, ils ont donné Jump à Lime. Et ils ont dit clairement, et moi je les comprends tout à fait, ils ont dit, vu la crise, on va se recentrer sur notre métier qui nous a construit, sur le métier de plateforme et le métier de revenu, de revenu sharing en fait. Donc Jump, ils avaient quand même payé Jump $200 millions début 2018, ce qui était complètement dingue. Et là ils l'ont donné quand même, avec de l'argent avec en plus. Je connaissais pas le dessous de la transaction. Non, ils ont eu des actions Lime en échange, je pense, mais et puis une option de racheter Lime d'ailleurs. 3 trottinettes, il paraît, pour les fondateurs. Du coup, je pense que c'est plus du tout là dans l'esprit de Uber de racheter une boîte comme la nôtre, à moins que on gagne de l'argent ou qu'on prouve que toutes les villes qu'on va ouvrir dans 3 ans, chaque fois dans les 3 ans, elles sont profitables. Ouais, là, je pense qu'on peut les intéresser et pas que. Et si c'est pas Uber, voilà, ça pourrait être qui ? Je sais pas, ça pourrait être un autre. Alors après, il y a Uber, ensuite qui est très présent en Europe. Après, il y a pas trop. Est-ce que dans vos investisseurs, des opérateurs tels que la RATP qui a revendiqué comme la complémentarité, ils pourraient se dire, pourquoi pas non, je crois pas. Non, je les vois pas faire ça. Parce que je sais que la RATP, il se déploie aussi par ailleurs dans d'autres villes. Enfin, ils ont une vocation internationale avec l'ouverture des marchés, des transports publics, etc. Donc, ils pourraient vouloir avoir des avantages compétitifs pour gagner aussi. C'est possible si on commence à commence à se déployer dans plein de petites villes comme ça, de toutes tailles différentes. Ouais, c'est possible. Sinon, des constructeurs automobiles peut-être. On a 2 questions de tes investisseurs qui devraient nous permettre de passer avec une jolie et douce transition vers la seconde partie de ton podcast, Bertrand. On les écoute. Vous avez un message. Bonjour Bertrand. Lui se présente. C'est moi, Christian Guenier. Je suis à tes côtés en tant qu'investisseur de la première heure dans Cityscoot. Et c'est toujours un grand plaisir de t'accompagner dans cette belle aventure. En tant qu'entrepreneur, tu as toujours la sagesse de rester à l'écoute de tes actionnaires pour essayer d'améliorer évidemment le fonctionnement de l'entreprise et son développement. Tu as réussi à ce que Cityscoot soit à ce jour la seule plateforme tech de mobilité partagée à travers une flotte qui fonctionne sans défaut. Il croit dans le projet. À Paris depuis plusieurs années. C'est en soi déjà une grande réussite. Je sais que dans une vie antérieure, tu travaillais dans la finance à Londres, donc un univers qui est très éloigné de ton environnement actuel. Moi-même, comme tu le sais, j'ai fait toute ma carrière dans la finance. Et aussi, j'ai une question pour toi, peut-être un petit peu tordue, pourquoi pas. Y a-t-il au moins une qualité dans le fonctionnement de la finance que tu ne retrouves pas aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale et que tu regretterais ? Voilà. Merci pour ta réponse et à très vite, Bertrand. Alors, je vais être très très clair, et c'est pas parce que ma carrière de financier s'est mal terminée que je réponds ça. Je pense qu'on n'apprend rien dans le monde de la finance des marchés. Je pense que c'est une perte de temps monumentale. Quand on sort de là, on ne sait rien faire. Donc, je crois que c'est clair comme réponse. Donc, il n'y a rien qui me manque ou qui m'aurait été utile, que j'ai appris dans le monde de la finance ou que j'aurais aimé retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat. Franchement, la réponse c'est non. Ça permet pas une meilleure discussion et compréhension des enjeux des invests, malgré tout, s'il fallait garder quelque chose? Alors moi, la finance dans laquelle j'étais, puisque je peux que me répondre à cette question en disant dans quelle finance j'étais trader pour compte propre dans les banques où je travaillais. C'est-à-dire que j'ai aucun interlocuteur, j'ai pas de compte à rendre sauf à la banque elle-même, donc il n'y a pas d'investisseur en fait. Et ce que je dois faire fructifier, c'est un portefeuille c'est un montant d'engagement que je dois prendre et que je dois gagner de l'argent avec ça. Donc non, rien. Enfin, la finance que j'ai faite, elle me servait à rien. Voilà. C'est ce sujet dont tu veux parler dans la claque ?
Ouais. Ok, alors on n'en dit pas plus et on écoute avant notre transition une dernière question d'un autre invest, ce que je crois avoir compris, Arnaud il me semble. Ah oui. Vous avez un message. Bonjour Bertrand, c'est sympa qu'on m'ait proposé de te poser une question, ça fait 30 ans qu'on se connaît et maintenant 6 ans que j'ai la chance d'avoir été appelé à tes côtés pour être modeste actionnaire de Cityscoot. On m'a demandé de te poser une question, j'en ai une. La vie d'entrepreneur, c'est compliqué, de start-upper, pire encore, très très pris. Si tu avais 2 heures de plus par jour, à quoi tu les consacrerais ? Je t'embrasse, à bientôt. Alors je précise que tout à l'heure je disais qu'il y avait le 14 juillet, c'était lui qui a mis les sous instantanément. C'est Arnaud de Courson qui courait pour être maire à la mairie de Levallois, que je connais effectivement des marchés financiers quand on était tous les deux chez Barclays dans les années 80, au début des années 90. Et ben si j'avais 2 heures de plus dans ma journée, je sens que ça va être horrible, mais je les passerai ici pour bosser et pour essayer de rendre mon business encore meilleur. Ouais. Il reste donc peu de temps pour le perso et c'est quand même dans cette direction que nous allons. Après ce générique, on se retrouve pour la partie 2. Bertrand Fleurot sur le canapé, c'est juste après ça. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.